Bonjour, je m'appelle Mariana Pereira, je travaille à l'ambassade du Panama en France et je suis en charge de la promotion du tourisme ici à Paris pour rayonner sur toute la France. Je travaille en lien avec Promtour, qui est l'Office du tourisme du Panama, qui est en charge de la promotion internationale du Panama. Donc, le Panama se trouve au cœur des Amériques. Il est frontalier avec la Colombie et le Costa Rica et il est bordé par les océans Pacifique et Atlantique. Grand de 75 000 km², le Panama est composé de montagnes, de volcans, de forêts, de mers, ce qui permet de faire une offre touristique multiple. Alors, quelques informations générales sur le Panama. Le climat, c'est le même toute l'année. C'est un climat tropical entre 27 et 32 degrés. Il y a une saison sèche de décembre à avril et une saison des pluies de mai à novembre. Mais globalement, on peut venir à Panama toute l'année parce que même quand c'est la saison des pluies, en fait, il pleut à un moment de la journée et puis après, très rapidement, le soleil sort et on peut reprendre ses activités. La monnaie est le dollar américain car notre économie est dollarisée. La langue officielle, c'est l'espagnol. Et quand on se déplace dans le pays, vous pouvez rencontrer très facilement des personnes qui parlent l'anglais, surtout dans les zones touristiques. Alors, pour se rendre au Panama, il y a les vols directs d'Air France. Avant la pandémie, c'était tous les jours et depuis les pandémies, c'est 4 heures de vol. C'est un vol direct de 11 heures. Mais il n'y a pas que Air France qui voyage au Panama, il y a également Air Europa, Iberia, KLM, Turkish Airlines et Eurowings, qui est la compagnie low cost de Lufthansa. Alors, pour se rendre au Panama, quand on est français, on n'a pas besoin de visa et on peut rester 3 mois au Panama. En termes de protocole sanitaire, on demande encore aujourd'hui un schéma complet de vaccination ou bien un test antigénique. Il faut également remplir un formulaire en ligne dont vous trouvez le lien ici sur la présentation. Et si jamais vous n'avez pas eu le temps de faire le test antigénique, vous pourrez toujours le faire à l'arrivée à l'aéroport international de Tocumen. Le coût est d'environ 50 dollars. Je conseille toujours auparavant de regarder le site Visite Panama pour vous mettre à jour des protocoles sanitaires. Alors, les avantages du Panama, c'est le fait d'être un petit pays, ce qui permet d'accéder rapidement à l'offre touristique en quelques heures de voiture. Ensuite, il est très bien situé. Sous l'ère espagnole, on appelait le Panama la petite tasse d'or, car c'était un pays qui n'était jamais soumis à des catastrophes naturelles, et c'est encore vrai aujourd'hui. Alors, et puis évidemment, le grand avantage, c'est le vol direct Paris-Panama avec Air France. Alors, nos richesses patrimoniales, évidemment, c'est la ville de Panama, qui est la ville la plus moderne d'Amérique centrale, la seule qui se trouve au bord de la mer. Et elle est très moderne avec ses buildings. Et enfin, vous trouverez tous les complexes hôteliers, toutes les marques hôtelières présentes. Enfin, je vous présenterai ça en détail. Et puis ensuite, nos patrimoines que nous appelons le patrimoine bleu pour tout ce qui concerne les océans et tout ce que nous offrent les océans, le patrimoine vert pour nos forêts et notre faune, et le patrimoine culturel qui est lié en fait à notre diversité culturelle due à une présence d'une population très diverse venant de l'Espagne, de l'Afrique, et puis la population autochtone, c'est-à-dire cette communauté amérindienne présente. Alors, quand vous parcourez le Panama, vous allez rencontrer les cultures
amérindiennes, car ils se répartissent dans 30% du territoire qu'on leur a accordé et dont ils ont la gestion autonome. Ce qui leur a permis, de préserver nos territoires, nos forêts et surtout leur culture. Donc, une rencontre avec ces communautés est une rencontre unique qui va enrichir votre découverte du Panama. Alors, la ville de Panama, les choses à voir qui sont incontournables lorsqu'on est au Panama, c'est évidemment le canal, ensuite le Panama Viejo, le casco antiguo, le biomusée, et puis bien sûr la gastronomie et la vie nocturne que peut offrir une ville aussi moderne. Alors, pour se déplacer dans la capitale, évidemment, vous pouvez louer une voiture en arrivant à l'aéroport international de Tocumen. Toutes les agences de location s'y trouvent, Sixt, Europcar, National Car Rental, et vous pouvez réserver votre voiture avant même de prendre l'avion. Ensuite, la ville de Panama est dotée de 3 lignes de métro. Ces lignes de métro ont commencé à être construites en 2010 et la première ligne a été inaugurée en 2014. Et c'est un plan qui est prévu jusqu'en 2035 et on devrait avoir à terme 9 lignes de métro et notamment une des lignes qui devrait desservir directement l'aéroport international de Tocumen. Vous pouvez vous déplacer en utilisant le réseau Métrobus avec une carte qui coûte 2 dollars que vous rechargez pour prendre soit le métro, soit le bus, dans le cas où vous optez pour un déplacement de cette manière à Panama City, que je ne recommande pas à 100% dans le sens où encore aujourd'hui, les lignes ne desservent pas vraiment les zones touristiques à part le terminal Albrook, qui est le terminal de bus qui vous permet ensuite de partir à la découverte du pays. Le service routier au Panama est très efficace pour le transport des passagers. Vous êtes sûr de partir à l'heure et d'arriver à l'heure attendue. Donc, ne pas hésiter à proposer à vos clients qui souhaitent de rencontrer la population panaméenne, de baigner au cœur du Panama, de partir, pourquoi pas, à la découverte du Panama à travers le réseau routier de transport. Ensuite, évidemment, si vous restez que quelques jours à Panama, vous avez la possibilité de vous déplacer en taxi et d'utiliser la plateforme Uber qui est aussi efficace qu'ici en France. Alors, le canal de Panama est une des 7 merveilles du monde moderne. Il est constitué de 3 jeux d'écluses. Donc, vous pouvez visiter le canal de Panama en vous rendant au jeu d'écluses qui s'appelle Miraflores et qui a qui a mis en place un centre d'observation dans lequel vous pouvez vous y rendre. Vous avez 2 étages qui sont consacrés à l'explication de l'histoire du canal de Panama, sa construction et sa place aujourd'hui dans le monde, dans le commerce mondial. Et puis au dernier étage de ce bâtiment, vous avez une plateforme qui vous permet d'observer le transit des navires tels que vous le voyez ici dans la photo et qui vous permet de voir vraiment comment fonctionne toute l'ingénierie du transit des navires par le canal de Panama. Et puis enfin, ce centre d'observation a un restaurant dans lequel vous pouvez soit déjeuner ou dîner. Dîner dans ce restaurant peut être magique dans le sens où vous voyez tout d'un coup toutes les lumières des écluses qui s'illuminent et vous êtes au milieu de la forêt. C'est un peu comme si vous aviez des lucioles qui tout d'un coup apparaissent dans le ciel et qui sont là traversées par des navires immenses et vous avez l'impression d'être sur un autre monde. Alors, le bassin du canal de Panama est un bassin artificiel qui a été mis en place pour pouvoir alimenter en eau le canal de Panama. Le résultat, c'est que vous avez une richesse euh, naturelle incroyable, des forêts très denses
qui sont habités par des animaux qui peuvent être observés en canoë, en kayak, comme vous voyez ici sur la photo. Mais vous avez aussi un complexe hôtelier qui s'est construit et qui se trouve au cœur du bassin du canal de Panama, qui est accessible en voiture à 30 minutes de la ville de Panama, qui s'appelle Gamboa Resort et qui a eu l'intelligence de proposer à ses clients une longue liste d'activités qui vous permettent de découvrir la forêt qui nourrit en eau, puisqu'elle attire la pluie, le bassin du canal de Panama. Parmi ces activités, je dirais que la plus surprenante, c'est le téléphérique. Donc, c'est un téléphérique qui vous permet de voler un peu au-dessus de la forêt, au-dessus des arbres. Et quand vous arrivez en haut du téléphérique, vous suivez un sentier et ensuite vous allez monter des échelles pour arriver jusqu'à Mirador, tout en haut d'un Mirador, où de là vous aurez une vue panoramique du bassin du canal de Panama avec sa forêt et évidemment ces immenses navires qui sont en train de traverser le canal de Panama. Alors, les Embera, alors c'est une communauté amérindienne qui vit dans la forêt, qui s'est installée pas très loin de la ville de Panama. Donc, en général, lorsque vous êtes dans un hôtel ou même si vous achetez le Petit Futé ou le Lonely Planet, vous pouvez contacter des agences de voyage qui peuvent vous organiser une rencontre avec la communauté Embera qui se situe dans le fleuve Chagres, qui est le fleuve qui nourrit le canal de Panama. Ces impéras, ils sont très intéressants parce que vous pouvez passer la journée avec eux. Et ils vont vous accueillir, vous montrer leur culture qui est faite de musique, qui est faite également de peinture, de dessin sur les corps. Donc, ils peuvent dessiner sur vos bras. Donc, en général, les touristes reviennent avec des dessins sur les bras, sur le torse. Enfin, c'est très joli, c'est des dessins géométriques. Mais aussi, leur artisanat est magnifique. Ils font de la vannerie. Donc, c'est des espèces de paniers qui, aujourd'hui, il y a d'ailleurs, vous pouvez les voir au salon Maison et Objets. Vous avez une entreprise qui s'appelle Éthique et Tropique qui commercialise ces masques et ces paniers en vannerie faits par les Embera. Et aussi, ils sculptent le tagua, qui est en fait une noix qu'on trouve dans la forêt panaméenne et qu'on appelle l'ivoire végétal. Et là, c'est un travail très méticuleux. Ils peuvent sculpter les toutes petites grenouilles que l'on trouve au Panama qui sont jaunes avec des points noirs. On peut trouver des poissons que l'on trouve dans nos océans, comme le poisson ange, dessinés avec tous les menus détails qu'ont ces animaux. Et c'est vraiment un objet très joli, petit, mais très joli que vous pouvez emporter avec vous en souvenir de votre voyage au Panama. Alors, le Panama Viejo, alors, quand vous observez le Panama, la ville de Panama depuis le ciel, vous pouvez constater qu'il y a trois villes et qui, en fait, raconte l'histoire de la ville de Panama. Donc, Panama Viejo, ce sont les ruines de l'ère coloniale du Panama. C'est la première ville de Panama qui a été construite en 1519, lorsqu'on a découvert le Pacifique, qu'on s'est rendu compte qu'en fait, le Panama était un pays étroit et qu'on pouvait traverser depuis les Caraïbes, donc depuis l'océan Atlantique, à pied, par un sentier qu'on appelle aujourd'hui le chemin des croix et que vous pouvez pratiquer si vous le souhaitez, si vous souhaitez faire de la randonnée à Panama City. Et donc, quand on a découvert la ville, le Panama côté Pacifique, on a construit cette ville qui était destinée à permettre la conquête de l'Amérique du Sud, de l'Empire Inca à partir de 1532. Et c'est à Panama City, à Panama Viejo, qu'on est venu entreposer toutes les richesses que les Espagnols trouvaient en Amérique du Sud. Alors évidemment, comme toutes ces richesses étaient entreposées à Panama City, c'était très convoité par les pirates. Et donc la ville a été détruite en 1671, pillée et détruite en 1671 par le pirate Morgan.
Alors, une fois qu'elle a été détruite, eh bien, les Espagnols se sont dit, cette fois-ci, on va construire notre ville, mais cette fois-ci avec des remparts. Donc, ils se sont déplacés de l'autre côté de la baie de la ville de Panama. Et là, donc aujourd'hui, vous pouvez visiter cette deuxième ville de Panama qu'on appelle le Casco Antiguo, qui est faite de pavés et d'immeubles qui révèlent l'histoire des passages des différentes cultures au Panama, due à son histoire économique principalement. Et donc, vous verrez une architecture espagnole, avec, comme ici sur la photo, la cathédrale, mais également une architecture française, puisque les Français sont venus au Panama à la fin du 19e siècle pour construire le canal de Panama, et ils ont installé leurs bureaux à côté de cette cathédrale d'ailleurs. Et donc l'architecture, on voit que c'est une architecture française. Donc quand vous marchez dans le Casco Antiguo, et bien vous découvrez cette influence espagnole et française de la ville de Panama. Alors, le biomusée, je ne sais pas si c'est par là où on doit commencer notre visite du Panama, mais je recommande vivement de vous y rendre parce qu'en fait, le biomusée va vous raconter l'histoire du surgissement de l'isthme de Panama il y a plus de 3 millions d'années, et qui a permis de connecter l'Amérique du Nord avec l'Amérique du Sud, mais qui a eu pour effet donc de permettre le déplacement d'animaux qui venait de l'Amérique du Nord pour se rendre en Amérique du Sud, et qui a également bouleversé les courants marins, puisque tout d'un coup, les océans Pacifique et Atlantique ont été coupés en deux, et donc là, c'est des courants qui ont été bouleversés, et même on dit que le climat dans le monde a changé du fait du surgissement de l'isthme de Panama. Donc tout cela est raconté dans les 8 salles d'exposition permanente du biomusée, qui est d'ailleurs une œuvre architecturale magnifique, très originale, faite par l'architecte international Frank Gehry, et c'est sa seule œuvre en Amérique latine. Donc quand vous vous rendez au Panama, et si vous aimez l'architecture, eh bien là, vous avez l'occasion de visiter un bâtiment unique sur tout le continent latino-américain. Alors la nourriture au Panama, la gastronomie, est vraiment le reflet des passages des hommes au Panama depuis la découverte du Panama, que ce soit les Espagnols qui sont venus à la conquête de l'Amérique, sachant que le Panama était ressenti comme un pays inhospitalier, car très chaud. Donc les Espagnols n'avaient qu'une envie, c'était de partir au sud, qui proposait des climats beaucoup plus cléments. Et donc, vraiment, les personnes qui restaient au Panama, ce sont les Espagnols qui se sont dit, bien, justement, le fait que les gens ne fassent que transiter, eh bien, moi, je vais rester et je vais proposer mes services d'hôtel, de maison, de nourriture. Et donc, c'est donc les Espagnols qui ont influencé donc notre gastronomie, mais on avait également les Africains qui étaient venus aux Amériques comme esclaves, et donc le Panama est devenu pour ces esclaves un pays de refuge, puisqu'ils fuyaient leur situation d'esclavage. Et donc les premiers cimarrones qui se sont installés au Panama sont arrivés avec leur gastronomie également, avec leur musique et leur tradition. Et ensuite, on a également les autochtones, les Amérindiens qui étaient également présents. Et puis après, la construction du chemin de fer transatlantique par les Chinois, ont fait venir les Chinois et donc la culture chinoise au Panama. La construction du canal français, et bien là, on a eu la richesse culturelle des Afro-Antillais francophones. Et puis après, la construction concrète du canal par les Américains ont permis d'attirer la population antillaise, anglo-saxonne. Et là, c'est également leur culture qui est venue s'introduire au Panama. Donc tous ces mélanges
ici à la ville de Panama, avec aujourd'hui évidemment l'immigration d'autres populations européennes, une population notamment française. Il y a beaucoup de Français au Panama. On fait que on a une profusion de saveurs, de goûts, et les chefs, en fait, s'alimentent de toute cette richesse gastronomique qui offre le Panama, et ce qui fait que l'UNESCO a décidé de déclarer la ville de Panama ville culinaire créative. Donc, si vous venez à Panama City, je vous invite vraiment à parcourir la ville à travers sa gastronomie et d'être ouvert à tout ce que les restaurants pourront vous proposer. Alors, les couchers du soleil et la vie nocturne, évidemment, le Panama, comme beaucoup de pays d'Amérique latine, est un pays essentiellement jeune et donc festif. Nous avons la chance d'avoir des infrastructures très modernes et puis une immigration très active, très créative, puisque le Panama étant un petit pays de 4 millions d'habitants, bien, nous sommes ouverts à l'immigration, et donc nous avons mis en place toute une série de normes qui facilitent vraiment l'installation d'étrangers au Panama à partir du moment où ils ont un projet d'investissement qui enrichit notre pays. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on a des rooftops, des bars, des restaurants, des endroits où vous pouvez passer une nuit magnifique et très festive au Panama, notamment le quartier du Casco Antiguo, que vous pouvez parcourir à pied, commencer votre soirée dans un grand hôtel, prendre un verre, écouter de la musique jazz, puis ensuite aller dîner sur la place de la cathédrale, en terrasse, en extérieur, surtout pendant la saison sèche, de décembre à avril, où vous avez les alizés des Caraïbes qui vous rafraîchissent, qui se lèvent la nuit et qui vous rafraîchissent avec un air frais, un courant d'air frais qui rend votre soirée très agréable. Alors là, donc on va voir les différents patrimoines du Panama, et donc en fait on a divisé enfin on a identifié nos richesses, donc comme je vous expliquais, par le patrimoine bleu, vert et jaune. Et donc là on va voir donc la partie toute l'offre culturelle, toute l'offre touristique à travers les océans. Donc, le Panama a 1518 îles et 3000 km de côte. Et donc, alors, là, on va regarder donc les Caraïbes, l'offre culturelle, l'offre touristique des Caraïbes. Donc, tout d'abord, Portobello et le fort San Lorenzo, qui se trouve sur la côte Caraïbe, où vous pouvez vous y rendre en voiture. Alors, quand vous vous rendez au fort San Lorenzo, là, vous avez les écluses Gatun que vous devez traverser en voiture. Et lorsque vous traversez les écluses Gatun en voiture, vous pouvez observer les navires qui sont à l'arrêt et qui attendent que les portes s'ouvrent pour pouvoir traverser le canal. Et donc, c'est à l'occasion, lorsque vous passez, de prendre des photos, parce que là, vous êtes vraiment au milieu de grands navires. Et ensuite, vous allez prendre une route qui va vous conduire jusqu'au fort San Lorenzo, qui est une route très belle, avec la forêt. Je recommande vraiment d'ouvrir les fenêtres et d'écouter la nature, les oiseaux, les singes. Et aussi, ce qui est important, c'est qu'il faut vous y rendre avant 17 h, parce qu'il y a l'entrée au Fort San Lorenzo est payant, et donc les personnes qui prennent l'entrée sont là jusqu'à 17 h. Et quand vous arrivez au Fort San Lorenzo, là, vous avez une vue plongeante sur les Caraïbes.
Et donc là, vous comprenez combien le Fort San Lorenzo était stratégique, puisque cette vue plongeante était une manière de pouvoir contrôler toute la baie des Caraïbes. Et surtout, ce Fort San Lorenzo se trouve juste à côté de la sortie du fleuve Chagres qui mène jusqu'à la ville de Panama. Donc, le Fort San Lorenzo a été l'objet d'attaques de pirates et ça a été d'ailleurs le premier fort qui a été détruit pour ensuite permettre au pirate Morgan de se rendre à la ville de Panama qu'il a détruite par la suite. Et ensuite, Portobello, oui, alors Portobello, c'est en sortant de Fort San Lorenzo, vous vous rendez à Portobello. Et là, ce qui est intéressant à Portobello, c'est l'église où vous avez le Christ noir. Et ensuite, c'est la communauté qui y habite, c'est la communauté africaine Congo que vous voyez ici en photo. Donc, eux, ils sont les descendants des Cimarrones qui ont fui l'esclavage. Et donc là, vous pouvez voir au mois de février assister au festival Congo, où là c'est des danses avec des tambours, et c'est toute la communauté qui s'habille et qui célèbre le festival Congo. Alors, les plages des Caraïbes, donc vous avez principalement, je dirais, ce que vous pouvez visiter. Alors, en sortant de Portobello, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez également la possibilité de vous rendre sur une île qui s'appelle Isla Grande. Et vous pouvez également vous rendre à l'archipel San Blas, communément connu comme l'archipel San Blas, mais qui s'appelle Gunayala. Et donc ça, c'est vraiment un parcours que vous pouvez faire en voiture, mais vous pouvez également vous rendre en avion à l'archipel Gunayala. Et vous avez aussi Bocas del Toro. Donc maintenant, on va regarder la suite. Alors, Gunayala. Donc là, Gunayala, comme je vous disais, vous pouvez vous rendre en voiture si vous décidez de faire vraiment la côte Caraïbe lorsque vous vous rendez au Panama. Donc, vous faites Portobello et ensuite Gunayala. Mais si vous n'avez pas le temps, depuis Panama, la ville de Panama, vous pouvez vous rendre à Gunayala en voiture, mais également en avion. Alors, ce qui est intéressant pour cette communauté amérindienne qui habite sur cet archipel, c'est aussi la rencontre culturelle. Donc évidemment, vous avez les 365 îles qui composent l'archipel. C'est paradisiaque, comme on peut imaginer une île en plein milieu des Caraïbes. Mais ce qui est intéressant, c'est la culture également, avec la rencontre avec les Gunayala, qui sont connus pour leur patchwork. En fait, c'est les molas que vous voyez ici sur la photo. Et donc, en fait, c'est une superposition de plusieurs tissus. Et ce sont les femmes qui font ces mots-là et qui vont représenter soit des figures géométriques, soit des animaux comme des poissons, des oiseaux. Et quand vous vous rendez là-bas, vous pouvez en acheter. Mais sachez qu'ici, à Paris, en France, le musée du Quai Branly a mis en avant la culture Gunayala en présentant leurs mots-là, qui sont soit dans l'exposition permanente du musée ou bien dans la boutique du musée où vous pouvez également acheter le livre de Michel Perrin, un anthropologue français qui était professeur au Collège de France, élève de Lévi-Strauss, et son livre s'appelle L'art des molas. Donc si vous envisagez de partir au Panama ou que vous revenez du Panama complètement passionné par la culture Gunayala, vous pouvez la compléter par la lecture de ce livre qui est fascinant et où vous voyez plein de photos de l'anthropologue Michel Perrin qui a vécu avec eux et donc il va vous raconter sous son œil scientifique la culture Gunayala et l'art des molas, parce que pour lui, ces molas, c'est des œuvres d'art. D'ailleurs, les plus belles molas, vous les trouverez au Casco Antiguo, pas très loin de l'ambassade de France, où vous avez comme un marché en fait d'artisanat, et vous avez des femmes Guna qui viennent vendre leurs molas, et c'est là où elles sont vraiment les plus belles molas, et vous pouvez négocier les prix, car les prix peuvent aller entre 15, 20, 40, 60, 80 $. Alors, Bocas del Toro, vous pouvez vous y rendre en avion depuis la ville de Panama. Vous atterrissez à l'aéroport et ensuite vous pouvez prendre un bateau et aller sur les différentes îles
que propose cet archipel. Alors, Bocas del Toro, là, c'est une culture afro-caribéenne et c'est surtout afro-caribéenne anglo-saxonne. Donc, ils ont leur propre langue également et ils ont amené avec eux la musique qu'on appelle le calypso. Et vous pouvez passer des soirées incroyables à écouter de la musique calypso. Alors, les restaurants sont bons également. Vous avez vraiment de très bons chefs qui sont installés là-bas et qui peuvent vous proposer donc leur gastronomie spécifique. Et puis aussi, vous avez des écologes qui sont certains sur pilotis, donc uniques en Amérique centrale. Donc, ça vaut vraiment le détour de vivre cette expérience. Et après, en termes d'activité, vous pouvez bien sûr faire du masque tuba, de la plongée sous-marine. Mais là encore, comme vous voyez, Bocas del Toro, tout comme l'archipel de Gunayala dans les Caraïbes, ce sont vraiment deux sites où c'est au-delà des activités touristiques, c'est la rencontre avec la population panaméenne qui vient vraiment enrichir votre séjour. Alors, à Bocas del Toro, on a également une communauté amérindienne, les Ngabé, qui, eux, sont dédiés à la production de cacao. Et donc, ils sont présents et ils vous invitent à venir à la découverte de leur production et ils vont vous montrer toutes les différentes étapes de la production de cacao jusqu'à sa transformation en chocolat que vous pourrez déguster. Donc, à Bocas del Toro, vous allez rencontrer les Panaméens d'origine afro-caribéenne, mais également donc une population autochtone avec les Ngabé. Alors, pour le Pacifique, donc, surtout le Pacifique, donc, quand vous y êtes, vous pouvez admirer les baleines. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les baleines à bosse viennent au Panama entre juillet et décembre, parce qu'on a deux migrations de baleines à bosse. Donc, cela permet au Panama d'être l'un des rares pays au monde à pouvoir observer les baleines qui viennent donner naissance à leurs baleineaux et qui restent dans nos eaux chaudes pour se retrouver des forces, permettre aux baleineaux de grandir et d'être en mesure ensuite de quitter nos eaux chaudes pour se rendre en Antarctique ou en Antarctique. Alors, les plages et îles du Pacifique au Panama, donc alors, comment on peut organiser ça? Donc, alors, quand vous êtes à la ville de Panama, vous avez la possibilité de vous rendre à une île qui s'appelle l'île Taboga, qui est vraiment la plus proche. Vous êtes en 20 minutes de bateau depuis la ville de Panama. Donc, l'île de Taboga, sa particularité pour les Français, c'est de savoir que le peintre Paul Gauguin y a vécu à l'époque de la construction du canal français, dans sa période où il était en quête de tropisme. Son expérience au Panama, malheureusement, n'a pas été heureuse, et donc il est parti en Polynésie française, mais n'empêche qu'il avait choisi cette île, et donc rien que pour ça, ça vaut la peine de faire un tour, de vous rendre sur cette île et de marcher sur la rue principale de l'île de Taboga. Autre archipel, où là c'est plusieurs îles en fait, autre archipel qui est accessible depuis la ville de Panama, soit en bateau, où c'est 1 heure de bateau, ou bien en avion 15 minutes, c'est l'archipel de las Perlas. Et là, vous avez quelques îles qui sont ouvertes aux touristes, accessibles pour les touristes. Et donc, c'est l'occasion, quand vous y êtes, d'être dans des eaux qui sont bleu turquoise. Et puis surtout, ce qui est intéressant avec le Pacifique, c'est la faune marine, où là, comme vous avez beaucoup de courants, pas à proximité des îles, hein, vous pouvez vous baigner en toute sécurité, mais du coup, vous avez quand même déjà la présence de baleines, mais pas que les baleines, vous avez aussi les dauphins. Et
Et là, d'expérience personnelle, mon dernier passage à Las Perlas, c'était sur l'île Contadora. Eh bien, j'ai passé 2 journées avec les baleines et les dauphins. C'était juste incroyable. Donc, finir ses vacances sur l'archipel de Las Perlas, pourquoi pas. Après, si vous prenez la voiture, donc vous partez de la ville de Panama, et là, vous avez les premières plages du Pacifique à 1 heure. Et en fait, si vous regardez la carte de Panama, vous avez ce qu'on appelle l'arc sec. Et l'arc sec de Panama, c'est les toutes premières plages qui sont le long du Pacifique. Et donc là, vous avez des complexes, toutes les grandes chaînes hôtelières telles que Marriott, etc., sont installées. Et donc, vous avez une offre touristique tout inclus qui peut être intéressante, soit pour finir vos vacances, si vous avez baroudé dans tout le pays, ou bien, si vous voulez, si vous n'y êtes que pour une semaine, vous pouvez faire le choix d'être dans l'un de ces complexes hôteliers car de ces complexes hôteliers, on peut vous emmener visiter le canal de Panama, on peut vous emmener visiter El Valle, qui est un volcan endormi, qui a des thermes. Enfin, ils ont quand même ces complexes hôteliers, ce n'est pas que plage et, et restaurants, c'est également des visites qui sont organisées et proposées aux clients. Après, si vous descendez, si vous poursuivez la route panaméricaine, qui est en fait la route qui, depuis la ville de Panama, vous emmène sur toutes ces plages, eh bien, vous allez découvrir la péninsule d'Azuero, où là, vous avez une plage dédiée au surf qui s'appelle la plage Venao. Alors, la péninsule d'Azuero, alors, pourquoi c'est une péninsule? En fait, c'est parce que c'est une botte, c'est comme une botte dans la géographie du Panama. Et vous êtes donc sur la Panaméricaine et tout d'un coup, vous tournez à gauche et vous vous engagez sur une route qui va vous emmener sur la péninsule. Alors, cette péninsule, c'est vraiment, je dirais, le cœur des traditions espagnoles. C'est vraiment l'héritage espagnol que vous allez voir lorsque vous allez découvrir les différentes villes qui constituent ce péninsule. Donc, vous commencez par la ville de Chitre, ensuite vous avez Los Santos, puis Las Tablas et enfin Pedací. Et vous allez retrouver toujours la même organisation architecturale, c'est-à-dire au centre, dans le centre-ville, vous avez l'église et ensuite les constructions, les maisons qui sont vraiment d'influence espagnole. Donc, architecturalement, vous allez voir les traditions, enfin l'héritage espagnol, mais également dans le costume traditionnel des femmes qui s'appelle la pollera, qui est une robe faite de dentelle. C'est des heures et des heures de travail pour fabriquer ces robes. Certaines peuvent coûter jusqu'à 10 000 $. Et lorsque le Panama participe à des concours comme Miss Univers, très souvent la Miss Panama remporte le prix de la plus belle robe du monde, parce que vraiment la robe, la pollera, ce que disent les femmes panaméennes, c'est que la pollera rend belle la femme. Et ce n'est pas la femme la femme en fait est illuminée par cette robe, donc vous pouvez voir que sur la tête elle met des perles. Donc c'est vraiment une robe qui encense la femme, et donc dans la péninsule d'Azuero, vous pouvez aller visiter, essayer de trouver un atelier où vous pouvez observer la fabrication de ces robes. Alors ces ateliers sont en nombre réduit parce que malheureusement, comme pour beaucoup comme ici en France, hein, des traditions aussi ancestrales qui demandent vraiment une transmission de génération en génération se perd, car nos jeunes sont happés par d'autres intérêts du monde contemporain. Alors, lorsque vous êtes sur la péninsule d'Azuero, vous avez 2 îles que vous pouvez visiter. Donc, c'est lorsque vous arrivez à Pedací, vous avez la possibilité, ou peu avant Pedací, de vous rendre à l'île Iguana. L'île Iguana, alors c'est l'occasion, lorsque vous allez traverser, vous pouvez rencontrer des baleines si vous êtes dans la période où il y a des baleines. Mais surtout, ce qui est très rigolo lorsque vous allez sur l'île Iguana, c'est quand vous sortez votre déjeuner, vous avez toutes les iguanes qui arrivent
d'où le nom de l'île. Et puis aussi, il faut y aller avec votre masque et tuba parce que lorsque vous mettez la tête dans l'eau, vous faites quelques brasses et vous êtes face à un récif corallien qui est riche de vie marine et c'est magnifique. Alors l'île Cagnas, c'est également, une fois que vous avez passé Pédassie, vous pouvez vous rendre sur l'île Cagnas et là vous avez des guides qui vont vous emmener rencontrer les tortues. Alors au Panama, nous avons 5 espèces de tortues marines qui viennent de juillet à décembre pondre leurs œufs. Et si vous avez beaucoup de chance et que vous avez un très bon guide, il peut vous conduire tard dans la nuit, assister à la ponte des œufs. Évidemment, il faut y aller sans caméra et sans torche, car ça peut effrayer les tortues. Alors, île de Coiba, vous êtes sur la côte américaine et vous décidez de ne pas visiter la péninsule d'Azuero parce que vous avez vu que c'est quand même une péninsule qui peut vous happer une bonne semaine de vacances. Donc, il faut vraiment cibler ce que vous allez faire au Panama si vous décidez de vous orienter plus sur le Pacifique. Alors, l'île de Coiba, vous poursuivez, vous arrivez à Veraguas. Et là, quand vous êtes à la ville de Santiago, il faut quitter la Panaméricaine et prendre à gauche. Et là, vous allez vous rendre sur Santa Catalina, qui est le village qui vous permet d'accéder à l'île de Coiba. Donc, l'île de Coiba, en fait, c'est la plus grande île d'un archipel qui s'appelle archipel de Coiba, qui est fait de 40 îles et qui a le statut de patrimoine naturel de l'UNESCO et qui est une grande réserve marine. D'ailleurs, le Panama a fait une alliance lors de la dernière COP avec l'Équateur, la Colombie et le Costa Rica, car Coiba se situe dans le courant marin où transitent les grandes espèces comme les requins marteaux, les requins Galapagos, qui vont de Panama, passant par le Costa Rica, la Colombie et enfin les Galapagos. Donc en fait, ce que l'on dit, c'est que les espèces que l'on trouve aux Galapagos, on peut les trouver à Coiba, ce qui fait de Coiba un haut lieu de la plongée sous-marine. Alors, la biodiversité au Panama, elle est simplement extraordinaire. Donc, vous avez la province de Chiriquí, qui est un bon condensé de cette biodiversité qui va vous permettre de ne dédier vos vacances qu'à la nature. Alors, le Panama c'est un pays petit et par sa taille, il est le 10e pays avec la plus grande biodiversité au monde. Donc, on a une grande variété d'oiseaux, enfin, d'animaux et d'espèces d'oiseaux qui ont été identifiés par les scientifiques qui viennent régulièrement au Panama. Donc, on en compte 188 animaux, 970 espèces d'oiseaux. Alors, donc, le Chiriquí, comme je vous disais, donc c'est la province qui est accessible depuis le Panama. Soit vous vous y rendez par voie terrestre, en voiture, et donc c'est environ 7 heures de voiture, soit vous prenez l'avion, et donc en 45 minutes, vous arrivez à la ville de David, qui est la capitale du Chiriquí. Et quand vous êtes au Chiriquí, eh bien, vous avez la possibilité de visiter le parc naturel du volcan Barou, celui de l'Amistad, les thermes du volcan. Enfin, l'offre est assez diversifiée. Alors, le volcan Barou, c'est vraiment un incontournable à Chiriquí. C'est le point culminant du Panama et du sud de l'Amérique centrale. Il est haut de 3475 mètres et donc vous pouvez vous y rendre par randonnée pédestre et c'est à peu près 4 à 7 heures de route, de marche à pied. Donc, on conseille de prendre un guide pour vous rendre au sommet du volcan Barou et puis de partir très tôt dans la matinée pour y arriver au lever, plutôt dans la nuit en fait, pour arriver au lever du soleil. Et si vous avez de la chance et que le ciel est dégagé, vous avez la possibilité de voir à la fois le Pacifique et l'Atlantique depuis le volcan Barou.
Alors aussi le Chiriquí, mais aussi depuis à Gamboa Resort, donc je vous ai parlé près de Panama, de la ville de Panama, vous avez la possibilité de faire du bird watching. Donc, c'est une spécificité du Panama, du fait de la grande diversité des espèces d'oiseaux. Le Panama est vraiment connu comme une destination pour observer les oiseaux. Même si vous n'êtes pas un connaisseur d'oiseaux, je vous conseille de partir au Panama avec, non seulement avec votre masque et votre tuba, mais avec vos jumelles, parce que si vous vous rendez à Chiriquí, vous avez la possibilité d'aller dans des miradors comme celui-ci, ou de séjourner dans un écologe, notamment celui qui s'appelle Los Quetzales, où je m'y suis rendue, et qui a des hébergements dans la forêt. En haut des arbres, et ce qui vous permet au réveil au petit matin de prendre vos jumelles et de voir l'éveil des oiseaux et de les observer. Donc ça, c'est au Chiriquí. Mais sachez que depuis la ville de Panama, si vous n'avez pas prévu d'aller jusqu'au Chiriquí, vous pouvez vous organiser une sortie et notamment une nuitée, parce que c'est vraiment au matin qu'on observe les oiseaux, pour vous exercer à cette activité. Alors, le Chiriquí, du fait de son climat, qui est un climat tempéré, de la présence du volcan, des montagnes, en fait, cela nous permet d'avoir une grande diversité de cultures, notamment une grande diversité d'orchidées. Il y a des Panaméens qui sont complètement passionnés par cette fleur, à tel point qu'ils organisent tous les ans au mois d'avril un salon international de l'orchidée. Et donc, vous avez des fleuristes du monde entier qui viennent pour voir la production panaméenne d'orchidées. Alors, le café, le café est produit essentiellement chez Reiki. Alors, au pied du volcan Barou, vous allez avoir plusieurs fermes dédiées à cette production. Et en fait, la particularité du climat du volcan Barou, le fait qu'on ait une circulation d'air venant tant du Pacifique que des Caraïbes, cela fait qu'on a une terre très unique et qui permet la production du café de spécialité Geisha, qui est un café de luxe qui coûte très cher. Aux dernières enchères, il a été vendu à 1300 $ la livre. La livre correspond à 450 grammes et c'est un café qui est très prisé du Japon, et l'essentiel de la production part au Japon. En France, on a la possibilité d'en avoir, mais là, c'est vraiment des torréfacteurs qui font des pieds et des mains pour avoir du café geisha. Mais sachez que d'autres cafés, pas que le café geisha, mais en général, le café panaméen est excellent, et les torréfacteurs qui en vendent ici en France importent du bon café panaméen. Donc, ne pas hésiter à déguster le café panaméen si vous avez l'occasion en France, car il est de très bonne qualité. Donc maintenant, Mehdi, si tu peux passer la vidéo dédiée au café.
Là, vous avez pu voir une vidéo faite par le torréfacteur PAF qui s'est rendu au Panama et qui a visité en fait plusieurs producteurs de café pour ensuite importer non seulement du café geisha du Panama, mais d'autres cafés panaméens. Mais bon, il n'y a pas que lui qui importe du café panaméen, il y en a d'autres et c'est vraiment excellent. Alors après, depuis la ville de Panama, mais aussi le Chiriquí, vous pouvez faire du rafting pour les passionnés d'émotions fortes. Vous pouvez descendre des rivières de catégorie 3 et 4. En général, c'est très bien organisé. Je l'ai fait quand j'étais plus jeune depuis la ville de Panama. Et c'est vraiment une bonne expérience, hein, parce que là, on est vraiment dans la forêt, dans la nature, dans l'eau. Enfin, c'est super. À faire en famille, avec des amis, c'est vraiment un moment convivial, sportif, génial. Donc, si vous en avez envie, n'hésitez pas de le faire à Chiriquí ou depuis le Panama. Alors aussi, alors les tyroliennes et les ponts suspendus. Donc, il y a des ponts suspendus à Gamboa Resort. Ils proposent 1,4 km. Mais le Chiriquí, je crois que c'est la plus grande distance avec 4,5 km de ponts suspendus. Donc là, c'est super parce que là, vous êtes au-dessus des arbres. Et en fait, l'expérience pour avoir pris le téléphérique à Gamboa Resort, c'est que vous pouvez voir des animaux, vous pouvez voir des serpents, vous pouvez voir toute la vie dans les arbres quand vous êtes sur un téléphérique ou bien encore mieux sur un pont suspendu. Mais après, si vous voulez plus d'émotion et faire de la tyrolienne, pourquoi pas. Mais peut-être prendre son temps lorsqu'on visite des lieux comme ça, quand on est dans la forêt, parce que c'est pas ce que l'on voit, mais c'est aussi ce qu'on entend. C'est bien de prendre son temps. Et le Panama est un pays qui vous permet de profiter de chaque instant en les savourant. Alors, Promptour, qui est vraiment mon contact avec le Panama, c'est-à-dire que si vous avez des questions, si vous avez des demandes, je vais les transmettre à Luciana Kramer, qui est mon contact à Promptour. Donc là, vous avez son mail, donc n'hésitez pas à lui écrire. Vous pouvez lui écrire en anglais, elle vous répondra. Mais sinon, à la fin de l'article de Tourmac, vous aurez tous les détails, vous aurez également mes coordonnées si vous préférez vous exprimer en français ici à l'ambassade. On sera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup à Tourmag d'avoir permis au Panama de se présenter sous ce format.